Bonjour, bienvenue dans ce salon virtuel et un merci chaleureux à la Fédération française de généalogie de m'allouer cet espace et de me donner l'occasion de m'exprimer au sujet de la psychogénéalogie. Je voudrais dédier cette conférence à deux grandes dames. Pour commencer, Anne Ancelin-Schützenberger, la fondatrice de la psychogénéalogie, et aussi mon épouse Isabelle Schlever. La psychogénéalogie, pourquoi faire? Eh bien, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que tout ce que vos ancêtres ont fait, d'un point de vue biologique, a fonctionné. En ce sens, vous êtes toutes et tous une réussite. Bravo. Et à l'intérieur de cette réussite, il y a plein de bonnes choses qui ont été bien vécues. Et il y a aussi des bonnes choses qui ont été moins bien vécues. Et peut-être même des bonnes choses qui ont été si mal vécues qu'elles sont enregistrées comme mauvaises. Anne Ancelin-Schützenberger a remarqué qu'il y a bien un lien entre ce que l'on vit aujourd'hui et ce qu'ont vécu nos ancêtres. Tout simplement parce que nous sommes porteurs de leurs informations. Anne Ancelin-Schützenberger est née le 29 mars 1919 à Moscou et décédée le 23 mars 2018 à Paris. Elle est psychologue et psychothérapeute et universitaire française. Elle a fait partie des premiers élèves de la faculté de psychologie en 1947. Elle va partir aux États-Unis, découvrir de nouvelles techniques qu'elle va introduire en France et rencontrer J.L. Moreno. Elle a été professeure émérite à l'université Nice, Sophia Antipolis, et elle est connue pour ses recherches sur la psychogénéalogie et notamment pour son ouvrage Aïe mes aïeux. Il lui est arrivé souvent de se déplacer pour aider les personnes malades et mal en point qui n'étaient pas en mesure de se déplacer. Et à l'occasion d'une visite chez une dame suédoise à Paris, au pied de la tour Eiffel, me semble-t-il, qui voulait la voir avant d'être découpée, comme elle le disait, comme un saucisson, en arrivant chez cette dame, Anne Ancelin regarde autour d'elle, fait attention où elle met les pieds, scrute l'environnement et remarque un très très beau portrait de femme au-dessus de la cheminée et dit « Oh, la belle femme !»« Qui c'est ?»« C'est ma mère, répond la dame. Elle est toujours en vie ? Non, elle est morte à 35 ans. Et quel âge avez-vous, vous, aujourd'hui ? 35 ans. Oh, s'exclame-t-elle. Et la dame fait aussi oh. Anne Ancelin a compris là qu'il y avait une histoire de répétition familiale et dit à la dame « Vous n'êtes pas obligée de mourir à 35 ans comme madame votre mère. » Voilà comment ça a commencé. En donnant un cours à l'université, les élèves ont demandé ce que c'était exactement ce qu'elle faisait. Et elle a répondu « C'est finalement comme une psychogénéalogie. » Aujourd'hui, en épigénétique, on sait que la cellule porte les informations jusqu'à la 7e génération. On sait par exemple que la matrice qui va servir à faire l'œuf, qui va être fécondé pour votre conception, existe lorsque votre grand-mère est enceinte de votre mère. Donc, nécessairement, nous exprimons aujourd'hui des choses de notre mère et de notre grand-mère. Peut-être tout autant du côté paternel. Donc, finalement, de tous nos ancêtres, par ce qu'on porte ces informations. En quelque sorte, on a baigné dans ce jus. Et la psychogénéalogie, moins inventée par Anne Ancelin-Schützenberger, est l'art de trouver dans l'arbre généalogique, certains diront génial et logique, les informations dont nous sommes porteurs en rapport avec la problématique qui nous occupe ou nous préoccupe. Soit on retrouve la même pathologie ou difficulté, soit c'est l'histoire de l'ancêtre qui raconte cette difficulté ou cette pathologie. Par exemple, une personne qui a divorcé et la personne avec qui elle est en résonance dans l'arbre n'a pas osé divorcer. Elle n'a pas pu le faire. Et donc, je donne la réponse par rapport à la problématique de mon ancêtre. Le génogramme est la représentation visuelle de l'arbre familial. Il va bien au-delà de l'arbre généalogique conventionnel, qui s'attache aux prénoms et noms et aux dates. Il intègre toutes les informations importantes sur chacun, accident, maladie grave, profession, ainsi que les événements de vie,
guerre, immigration, spoliation, faillite, abus sexuels, rôle pendant la guerre, enfants adultérins, etc., etc. La représentation visuelle permet rapidement de repérer les schémas de répétition, les loyautés invisibles, les adresses, les professions bien souvent réparatrices et les dynamiques à l'œuvre. Des codes sont utilisés pour représenter les hommes, des triangles, les femmes, des cercles, les liens de mariage et les séparations. L'utilisation de la couleur permet de surligner les dates, les métiers, les événements traumatisants pour le clan, la place dans la fratrie, etc. Je vous propose de monter un arbre généalogique tel qu'il est monté en psychogénéalogie afin que vous puissiez vous en faire une idée. On commence toujours par sa fratrie, en tirant un trait horizontal qui relie la fratrie, et on va dessiner chaque enfant dans l'ordre d'arrivée. Toujours un triangle pour les garçons, un rond pour les filles, et on va également représenter les fausses couches, les avortements, les grossesses extra-utérines, les œufs clairs, toutes les formes de grossesse. Et on va numéroter les enfants ou les grossesses dans l'arbre d'arrivée. On peut s'encadrer dans l'arbre généalogique pour dire, voilà, c'est la personne qui nous occupe. Ça donnera tout de suite un repère. Et puis, on va remonter du côté du père et de la mère, en dessinant également leur fratrie, avec tous les enfants, les fausses couches, les avortements, toutes les grossesses, et en les numérotant dans leur ordre d'arrivée. On ajoutera sur le trait horizontal qui relie notre père et notre mère la date de mariage, s'il y a lieu, la date de séparation ou de divorce. On ajoutera à nouveau les métiers, les faits marquants, les maladies, les éventuelles dates de décès, si un des ancêtres est décédé. Vous voyez ici, du côté maternel, les deux premiers enfants sont des garçons et des jumeaux. Du coup, les deux garçons sont reliés également par un trait horizontal pour signifier qu'ils sont jumeaux. Et puis, on remonte encore du côté paternel du père et du côté maternel du père, en représentant à nouveau tous les enfants de la fratrie par des triangles pour les hommes, des ronds pour les femmes, en mettant à nouveau sur le trait horizontal la date de mariage, puisqu'a priori, le grand-père et la grand-mère se sont mariés le même jour. Éventuellement, si ça a existé, la date de divorce ou de séparation. Et on ajoute pour chacun les dates de naissance, les dates de décès, les métiers, les faits marquants, les maladies, la cause du décès également. Remontez aussi loin que vous pouvez. En général, les arrière-grands-parents, c'est suffisant, mais il peut être très intéressant de remonter aux arrière-arrière-grands-parents, ce qui nous fait, somme toute, une vision de l'arbre sur à peu près 150 ans. N'oubliez pas de noter, au niveau des arrière-grands-parents, s'il s'agit de l'arrière-grand-père paternel du côté du père ou du côté de la mère, puisqu'on va avoir deux couples pour chaque grand-parent. Et puis, on pourra mettre de la couleur. Par exemple, si vous êtes numéro 1, vous allez surligner tous les numéros 1, tous les numéros 4, tous les numéros 7, tous les numéros 10 et suivants dans l'arbre généalogique. Ici, on se base sur le carré magique, dont je ne me souviens plus ni la provenance ni l'explication. Toujours est-il que ça fonctionne. Ça fonctionne tellement bien qu'à un moment donné, si on a oublié quelqu'un, s'il y a une fausse couche ou un avortement, on va s'en apercevoir. Et très vite, à travers les informations qui sont révélées dans l'arbre et la charge émotionnelle qui est libérée aussi, et ben, d'autres informations peuvent arriver. Donc ne vous inquiétez pas, si à un moment donné vous n'avez pas toutes les informations, on fait
avec ce qu'on a tout simplement. Et on s'apercevra très vite s'il manque des informations ou où sont les incohérences. Travailler sur l'arbre, c'est quelque chose de vivant. L'arbre n'est pas figé, il va évoluer au fur et à mesure de votre travail également. Si vous êtes numéro 2, ou 5 ou 8, vous allez surligner tous les numéros 2, tous les numéros 5, tous les numéros 8, tous les numéros 11 de l'arbre. Idem, si vous êtes numéro 3, 6 ou 9, vous allez mettre en couleur ou en évidence tous les numéros 3, 6, 9, 12 dans l'arbre généalogique. Ce qui vous permettra de repérer rapidement avec quels ancêtres vous êtes en résonance. Une fois qu'on a fait les liens par numéro de fratrie, on peut également chercher les liens qui peuvent exister au niveau du prénom. C'est-à-dire que vous allez chercher dans l'arbre tous les ancêtres qui portent le même prénom, soit en prénom usuel, soit en deuxième ou en troisième prénom. Il peut aussi être intéressant d'avoir une lecture selon les dates. Par exemple, si vous êtes né le même jour qu'un autre ancêtre, ou que la date de mariage, ou que la date de décès d'un ancêtre, ou que la date d'un fait marquant chez un ancêtre, vous êtes en résonance avec cet ancêtre, et il pourra être très intéressant d'aller visiter ce qui s'est passé pour cet ancêtre à ce moment-là de sa vie. Pensez à poser la question de ce que vous cherchez dans l'arbre. Ça vous évitera aussi de partir tout azimut, parce qu'un arbre fournit énormément d'informations. On pourrait trouver de tout pour tout le monde, et on pourrait facilement s'y perdre. C'est un petit peu comme si vous rentriez dans un très grand magasin, vous pouvez tout acheter, mais ça risque de poser des problèmes à la sortie. Donc faites la liste des courses. Demandez-vous ce que vous cherchez. Est-ce que c'est une problématique d'argent? Est-ce que c'est une problématique de couple? Est-ce que c'est une problématique liée à la conception des enfants? Est-ce que c'est autre chose? Bien poser le problème, c'est déjà savoir où on va dans l'arbre. On a ici dans l'arbre, par exemple, la personne qui consulte s'appelle Aurélie Marie. Elle est née le 13 mars. Et on va retrouver dans l'arbre une Marie Berthe, donc elle est en résonance avec cette Marie Berthe, qui est la sœur du grand-père paternel. Donc on va aller voir que raconte l'histoire de cette Marie Berthe. Ne soyez pas surpris si vous n'avez pas envie d'aller vers cet ancêtre. En général, quand cet ancêtre nous raconte quelque chose, il y a soit une forte attirance, soit une forte répulsion. Voilà, une petite résistance de l'inconscient. On a également, toujours dans le même arbre, un ancêtre qui est cette fois-ci la sœur de la grand-mère paternelle, qui est née le 15 novembre. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de lien entre le 15 novembre et le 13 mars. Non, comme ça, de toute évidence, il n'y en a pas. Pourtant, les arrière-grands-parents paternels du côté de la mère se sont mariés le 15 mars, ce qui est déjà très proche du 13 mars, date de naissance de la personne qui consulte. Mais en plus, on s'aperçoit que 15 mars plus 9 mois, on ne peut pas tomber sur le 15 novembre. Il manque quelques semaines. Ça veut dire que cette sœur de la grand-mère paternelle a été conçue hors mariage. Or, à l'époque, ça pouvait être problématique et mal vécu. Alors, est-ce qu'il a fallu cacher cette grossesse? Est-ce qu'il a fallu se marier dans l'urgence? Quels ont été les dires autour de cette grossesse? Quel était le stress de la mère? Quel était le stress du père? Vont nous renseigner sur ce qu'on porte comme stress. Du côté de paternel, il y a une résonance au niveau du numéro de la fratrie. On a le grand-père et la grand-mère maternelle, cette fois-ci, qui sont tous les deux numéro 2. Donc c'est intéressant de voir comment a fonctionné ce couple. Il faudra couper. Ok. On coupe parce que vous voulez revenir plus loin dans le prompteur, c'est ça? Parce que je n'ai pas anticipé la suite. Ah, c'est pas grave. Donc on coupe et après Oui. vous switchez dessus et puis vous pouvez y aller quand vous voulez et on reprendra. Ok.
Ça se répare à la vidéo. Mais c'était bien. Je trouvais que c'était plus... Enfin, j'ai mieux compris quand vous avez Super, pris sur la présentation et parfait. expliqué, parce que c'est vrai, avant c'était très récité, Hmm. alors que là c'était interactif, donc voilà. Ok, très bien. Je vais repartir là. Voilà. Tout à l'heure, dans l'arbre généalogique, on a parlé d'éventuelles séparations ou divorces. Donc, actuellement, on a beaucoup de familles recomposées. Donc, on pose souvent la question, ben alors comment ça se passe si mes parents ont divorcé, qu'ils se sont remariés chacun? Effectivement, ce ne sont pas des arbres très faciles à monter. Alors, je vous ai préparé un exemple là, où, par exemple, les parents ont pu divorcer, ou le mari a pu mourir, c'est possible aussi, et la mère s'est remariée. Donc on a dans la première union une fratrie de deux, numéroté 1, numéroté 2, et puis la mère va se remarier avec un autre homme, et ils vont avoir un enfant ensemble. Du coup, les deux premiers enfants sont reliés par un trait à la première union, et le troisième enfant est relié par un trait à la deuxième union. Et ce troisième enfant va porter deux numéros. Un par rapport à la fratrie du côté de la mère, le deuxième, le numéro de la fratrie du côté du père. Si c'est le premier enfant du père, eh ben, il sera numéro 1 par rapport au père et numéro 3 pour la mère, puisque c'est son troisième enfant. Si le père avait déjà des enfants avant, eh ben, il aura un numéro X par rapport au père qui correspondra à sa position par rapport à ses demi-frères et demi-sœurs du côté du père. Alors évidemment, les femmes ne sont pas les seules à se remarier, les hommes aussi. Juste pour précision, quand on fait les recherches après dans l'arbre généalogique, dans ces familles recomposées, on cherchera du côté du père les résonances avec le numéro de fratrie par rapport au père, ici 1, 4, 7, 10 et suivant, et du côté de la mère, les résonances par rapport au numéro de fratrie correspondant à la mère. Ici, numéro 3, donc le numéro 3, 6, 9, 12 et suivant. Dans ce cas, il n'y a pas que la mère qui a pu se remarier, le père aura pu se remarier aussi, donc il y aura des demi-frères ou des demi-sœurs du côté de la mère, et il y aura des demi-frères et des demi-sœurs du côté du père. Donc les deux premiers enfants portent toujours le numéro 1, numéro 2, puisqu'ils sont issus de la première union. Le troisième enfant, on a gardé le même exemple, il sera numéro 3 par rapport à la mère, numéro 1 par rapport au père, ou numéro X s'il y avait d'autres enfants avant. Le père se remariant avec une autre femme, les enfants suivants porteront le numéro 3 par rapport au père, puisque le père initial n'est pas le père du troisième enfant de la mère, mais que le père du troisième enfant pour lui. Et si cette femme n'avait pas d'enfant avant, cet enfant portera le numéro 1 par rapport à la mère. Et donc la suivante, puisqu'il s'agit d'une fille, numéro 2 par rapport à la mère et numéro 4 par rapport au père. Évidemment, si cette femme avait des enfants avant, le numéro changera en fonction de la position dans la fratrie. Et donc, on ira de nouveau faire les recherches en fonction de la position dans la fratrie, soit par rapport au père, et donc on fait une recherche du côté du père, et une autre recherche du côté de la mère, parce que ce n'est pas la même position dans la fratrie. Et bien sûr, on ajoute chaque fois les dates de divorce, les dates de remariage, et ainsi de suite, qui nous permettent de nouveau de trouver d'éventuelles résonances. Même si tout n'est pas signifiant, mais on met tout, comme ça, quand on fait la recherche, et ben, c'est beaucoup plus évident. Encore une fois, si vous n'avez pas toutes les informations, ce n'est pas grave. Vous verrez, après, en faisant les liens dans l'arbre, on se rend compte s'il y a des choses qui manquent. Bien, il est peut-être utile aussi que je vous donne quelques exemples tirés de ma pratique, de manière à ce que vous ayez des illustrations. Là, la première histoire qui me vient, c'est l'histoire d'une jeune femme de 25 ans environ, qui vient consulter parce qu'elle a du mal à se mettre en couple, former un couple et rester en couple surtout.
Alors comme ça a l'air anodin parce qu'elle est relativement jeune et que, bien sûr, elle a la vie devant elle pour former un couple, sauf qu'elle vient avec une histoire curieuse au départ. C'est déjà le troisième homme qu'elle rencontre, avec qui elle passe un certain temps, 6, 8, 10 mois, 12 mois, 1 an et demi, et c'est le troisième homme qui la quitte, qui revient au bout d'1 mois ou de 2 mois pour la quitter à nouveau. Alors quand ça se produit qu'une fois, ben c'est le hasard. Quand ça se produit 3 fois de suite, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit du hasard. Et donc on va faire des recherches dans l'arbre généalogique et on va s'apercevoir, je ne sais plus si c'est au niveau du grand-père ou de l'arrière-grand-père, qui a un couple qui était fiancé. Le fiancé va devoir partir à la guerre. Euh, il est parti un certain temps, mais pas très long, et il va revenir. Ils sont censés à ce moment-là pouvoir se marier. Malheureusement, il meurt. Et comme le deuil de ce fiancé n'avait pas été fait, ou n'a pas pu être fait complètement, et ben c'est donc la descendante, la petite fille ou l'arrière-petite-fille, qui va exprimer ça dans la biologie, comme relecture familiale inconsciente de ce qui s'est passé pour son ancêtre. La deuxième histoire qui me revient est un petit peu plus compliquée. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails de manière à garder l'anonymat de la personne qui consulte. Toujours est-il que la problématique de départ tourne autour du couple, de la conception, de la grossesse et de l'accouchement. Difficile. Tout le contexte est difficile. Et on va remonter pas très loin dans l'arbre à une période dont je ne vous ai pas encore parlé, qu'on appelle la période du progescence. C'est les 27 mois qui entourent la conception et la naissance de l'enfant. Une période assez prégnante, c'est, on va dire, la période au cours de laquelle toutes les informations de l'arbre généalogique vont s'écouler dans l'histoire des parents. On dit qu'au cours de cette période, le vécu ressenti des parents devient l'inné de l'enfant. Et il se trouve que la mère de la personne qui vient consulter est dans une grande maison, dans une région relativement reculée, c'est l'hiver, son amie est enceinte également. Il me semble que le décalage entre les deux termes, c'est de 1 mois, mais c'est peut-être 2. Et vient le moment du travail. Cette femme doit accoucher. Malheureusement, il y a de la neige. Les secours répondent qu'ils ne pourront pas venir. Et donc, ils sont bloqués par la neige. Les secours ne peuvent pas venir. Il va falloir qu'elle se débrouille pour faire accoucher son amie. Alors, euh, comme a fait exprès ou une chance, elle a fait des études de médecine, mais elle est encore étudiante et c'est son premier accouchement. Donc elle va faire tout ce qu'elle peut, elle-même enceinte donc de la personne qui vient consulter, pour aider son amie à accoucher. L'accouchement est long et difficile, et pour couronner le tout, l'enfant vient au monde avec un tour de cordon ombilical autour du cou, et il sort cyanosé. Évidemment, elle a un stress majeur que l'enfant meure, puisque c'est sous son aide, sous sa pratique, et dans son représenté, sous sa responsabilité que se passe cet accouchement. Voilà, donc c'est une histoire qui était doublement intéressante, puisque il s'agit d'un accouchement qui est pratiqué par une femme en études de médecine, mais elle-même enceinte. Et la femme qui consulte va me raconter qu'elle est très très proche de cet enfant qui est né 1 ou 2 mois avant elle. Et donc toutes les problématiques s'expliquent. Elle se sentait coincée, bloquée, et toujours à étouffer dans ces situations autour des grossesses, y compris avec son conjoint. Et donc une fois qu'on a mis le doigt là-dessus, elle s'est sentie libérée. Et on a poursuivi le travail sur tout l'arbre généalogique. Et comme a fait exprès, ce qu'on appelle les synchronicités aussi, au moment où on enregistre cette conférence, elle m'envoie un message pour me dire qu'elle a enfin terminé son arbre généalogique, et en regardant son arbre généalogique, tout est calme. C'est fou, qu'elle me dit. Voilà. On me pose aussi souvent la question comment ça se passe en cas d'adoption.
Parce que, évidemment, quand on a été adopté, on a rarement les informations sur la famille biologique dont on est issu, parce que parfois les parents sont tout simplement morts, ou qu'ils ont décidé d'abandonner l'enfant, et on ne sait pas forcément qui a abandonné. Et dans les rares cas où on a récupéré les informations de la famille qui a laissé partir l'enfant, on s'est aperçu que c'est la même histoire que la famille qui a adopté. C'est très curieux et c'est rare qu'on puisse vraiment vérifier. Mais je crois qu'à partir de là, on peut dire qu'on peut dessiner l'arbre comme si la famille d'adoption était notre famille et faire le travail de cette manière, en gardant bien sûr présent à l'esprit qu'on a été adopté et que ce n'est qu'une hypothèse, même si elle est fort probable. Il n'y a pas de bon ou de mauvais arbre généalogique. Il n'y a que les informations fournies par l'arbre. Et même l'endroit où manque des informations est une information. La psychogénéalogie est un outil de libération. Et vous allez découvrir et vous apercevoir que vous savez bien plus de choses que vous ne vous imaginez avant de commencer. Donc, quand on a mis en lumière ces répétitions, ces dates anniversaires, on comprend mieux sa propre histoire. On se réapproprie son histoire quand on la voit sur une longue durée. Et faire la même chose ou le contraire de ce qu'ont fait nos parents ou nos grands-parents, ce n'est pas un signe d'indépendance, mais de répétition. Anne-Ancelin Schutzenberger dit dans un ouvrage qui s'appelle « Ces enfants malades de leurs parents », ce ne sont pas les faits eux-mêmes, si terribles ou horribles soient-ils, qui nous font souffrir. La souffrance vient de ce que l'on n'a pas pu montrer ses sentiments, ni en parler, ni les hurler, ni en pleurer, ni les partager, et qu'on a tout enduré en silence. Cette souffrance prend sa source dans le secret, tel un cadavre dans le placard, voire un fantôme qui crie vengeance ou demande à être reconnu et pleuré. Toujours dans le même ouvrage, un peu plus loin, certains traumatismes sont tus parce que trop durs, indicibles. Les parents ne les ont pas digérés, métabolisés, parlés. Un secret s'est formé qui pèse à travers les générations sur les épaules des enfants. Quand les choses ne sont pas dites, le corps peut parfois les exprimer. C'est la somatisation. Le corps de l'enfant devient le langage de l'ancêtre blessé. Je peux peut-être vous donner également d'autres sources, d'autres ouvrages. Alors bien sûr, il y a Aïe mes aïeux de Anne-Ancelin Schutzenberger. Il y a également Le plaisir de vivre. Il y a Ces enfants malades de leurs parents dont on vient de parler. Il y a chez d'autres auteurs comme Elisabeth Horowitz, Se libérer du destin familial, où la maladie est une mémoire généalogique. Paula del Castillo aura écrit La psychogénéalogie appliquée et le grand livre de la psychogénéalogie. Vous trouverez également aux éditions du Souffle d'Or Ses ancêtres encombrants de Hervé et Mireille Scala. Un ouvrage très intéressant, c'est celui du docteur Edouard van den Bogart, qui a écrit Psychogénéalogie, tout simplement. Ou encore Les racines familiales de la maladie, tomes 1 et 2 de Gérard Attias. Je vous remercie infiniment pour votre participation. Vous trouverez toutes mes coordonnées dans le salon virtuel de Généa Event 2020. Je vous souhaite une excellente journée.